Nous atteignons 3 000 milliards d'euros de dette en France. Et l'an prochain, on va emprunter encore 270 milliards d'euros, ce qui est notre record absolu. Parallèlement à ça, on a des taux d'intérêt qui augmentent très vite, puisque maintenant on est aux alentours de 3%, alors qu'on était proche de zéro il y a seulement un an. Et les taux d'intérêt vont continuer à augmenter, puisque la Banque centrale européenne dit qu'elle va continuer à les augmenter pour contrer l'inflation. Et la réponse des ministres des Finances depuis presque 50 ans par rapport à cette augmentation de la dette, c'est de dire que l'on va régler ça avec la croissance. Et avec moi, j'ai un invité qui nous dit que c'est tout simplement impossible. Et donc, j'ai invité aujourd'hui Raphaël Rossello, qui est banquier d'affaires et qui est surtout l'auteur du livre Demain aux éditions Mareuil. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir son livre chez l'éditeur. Donc, Raphaël Rossello, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur le fait qu'on est en train de se faire balader depuis 50 ans sur cette rhétorique de la croissance qui va nous permettre de payer notre dette ou nos déficits engrangés par l'État? Alors, pour que vos auditeurs comprennent mon message, il faut qu'ils sachent que j'ai accompagné, quand je dis des centaines, je ne sais pas si c'est 250 ou 300 chefs d'entreprise en Europe, un peu en Amérique du Nord et en Amérique latine, dans des opérations que l'on appelle de fonds propres, lever de la dette long terme, du capital, de la dette convertible, etc. Mais en me spécialisant strictement aux entreprises dites patrimoniales, c'est-à-dire à celles dont le chef d'entreprise, le patrimoine du chef d'entreprise est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, son entreprise. Donc, c'est des affaires qui allaient entre 5 et 500 millions de chiffre d'affaires et entre 50 personnes et 2500 personnes. Je fais ce préalable parce que depuis plus de 40 ans que je fais ce métier, je me suis aperçu petit à petit d'une décorrélation entre ce que je pouvais lire dans la presse, je dirais, économique, financière et voire politique, et la réalité de terrain. Et comme je suis d'un tempérament curieux, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est devenu éclatant le jour où, grâce à beaucoup de travail de mon équipe, de moi-même et à un facteur chance, dans les années 98 à 2001, je suis devenu le petit Mozart des introductions en bourse de valeurs.com sur la place de Paris, de Bruxelles et même de Londres. Et là j'étais vraiment dans le cœur du réacteur, à savoir une valorisation des sociétés qui était totalement, mais quand je dis totalement, c'est que à la limite, on se fichait de savoir si la société répondrait aux critères habituels de valorisation d'une entreprise, c'est-à-dire quelle est sa capacité à générer du cash libre, du free cash flow, dans les années qui allaient suivre. Et comme je faisais le lien entre New York et Paris, je dirais que je comprenais pas, donc j'ai posé plein de questions, j'ai pas eu de réponse. Bon. Et puis boum, la crise des subprimes est intervenue, je me suis retrouvé dans la même situation, je ne comprenais toujours pas, je lisais tout ce que je pouvais lire et je n'avais toujours pas de réponse. Et puis, depuis quelques mois maintenant, nous vivons cette vision stratosphérique de la valorisation des sociétés dites de technologie. Tesla étant je dirais, la clé de voûte de cette nouvelle architecture que je ne comprends toujours pas, mais on me dit, tu vas voir, c'est fantastique, c'est merveilleux. Bon. Et à partir de là, je me suis aperçu que l'univers dans lequel j'étais ne tenait en fait sur le plan des États, des régions, des municipalités,
des entreprises et des individus que sur la dette. Il n'y a pas d'autre. Autrement dit, il m'est arrivé même d'être prof au début de ma vie professionnelle à Nanterre en économie politique. Et tout ce que je pouvais avoir appris et restitué sur les grands principes de macroéconomie, en réalité, c'est-à-dire fondamentalement le progrès technique, la productivité, etc. Non, tout ça ne joue plus, ne marche plus depuis, selon les pays, entre 40 et 50 ans, les pays occidentaux. Et donc, je suis rentré dans un processus, je dirais, psychanalytique de la macroéconomie en disant, mais pourquoi ? Et en réalité, c'est que depuis 40 ans, on ne veut pas admettre la doxa, c'est-à-dire le mainstream de la pensée économique, financière, politique, sociale des pays européens, ne peut pas envisager qu'il y a eu une inflexion du taux de croissance. On était parti depuis 2 siècles, effectivement, dans l'idée que cette croissance serait perpétuelle, parce que le progrès technique viendrait la nourrir, etc. Bien. Or, il y a eu une inflexion, et cette inflexion, ma génération ne l'a pas vue passer, parce que on est rentré dans ce qu'on évoque entre nous, c'est, la croissance est à crédit. Et j'ai posé cette question iconoclaste il y a maintenant 3-4 ans, à des hommes du chiffre, en disant, attendez, et s'il n'y avait pas eu ce crédit, c'est-à-dire ces déficits, c'est-à-dire cette dette, que se serait-il passé ? On serait pas très bien. Et en faisant une arithmétique assez simple, en fait, on s'aperçoit que sur les 40 ou 50 dernières années, en fait, s'il n'y avait pas eu cette dette, nous aurions régressé. Mot impossible à entendre. Nous, les héritiers du progrès, les héritiers des Lumières, les héritiers de ce progrès du 19e siècle, du 20e siècle, et même de la technologie, mais il raconte quoi, ce mec ? Le mec est en moi. Ah oui, mais moi, je suis un besogneux. Je dis simplement que si, effectivement, il n'y avait pas eu ce crédit, nous aurions régressé. C'est-à-dire qu'en 2020, on en serait, sur le plan de la production des richesses collectives, au niveau de 1970, voire en dessous. D'accord. Inaudible, inacceptable, inenvisageable. Donc, on poursuit le système. La bicyclette tourne grâce à cet endettement et il faut qu'il continue. Et comme il n'est plus question, alors ni pour les États, mais ni même pour les entreprises, et là je touche le cœur de mon métier, il faut savoir que sur les 30 dernières années, je ne sais pas où est le vrai chiffre, mais je dirais qu'en gros, 2/3 des opérations que font les banquiers d'affaires dans le monde se font avec du levier, avec de la dette. Et pour faciliter ça, les États et les banquiers centraux ont décidé unilatéralement de tout faire pour que la dette monnaie ou la monnaie dette soit à coût zéro, point numéro 1. Et point numéro 2, on est rentré dans ce processus où je le vois donc au niveau des États, mais je le vois au niveau des entreprises qui se sont endettées pour générer de la performance au profit de leurs investisseurs. On rembourse de la dette par de la dette. On n'est plus dans, et je le cite dans mon livre, comment dirais-je, l'instruction de George Washington disant
vous n'avez pas le droit, vous citoyens, vous État, vous région, vous n'avez pas le droit de contracter un emprunt que vous n'avez pas la possibilité de rembourser au moins de votre vivant. Or, comme les États ne sont pas mortels et comme les entreprises ont des durées de vie de plusieurs générations, on s'est affranchi de cette contrainte passéiste, rétrograde, conservatrice, en disant mais non, on va continuer simplement à rembourser de la dette par de la dette nouvelle. Et c'est là où on arrive à une situation préoccupante, parce que l'inflation, et je vais faire un arrêt de quelques secondes là-dessus, l'inflation est arrivée avec une certaine brutalité, qui impose, alors on est pour, on est contre, je ne rentre pas dans ce débat, mais qui impose quand même de resserrer un petit peu les leviers au niveau des États, des régions, des entreprises, des particuliers. Et quand on va avoir des taux d'intérêt qui vont être, alors je ne sais pas s'ils vont en longue période maintenant se stabiliser à 2 ou à 4%, j'en sais rien. Mais si vous prenez 2% d'une dette de 3 000 milliards, c'est 600 milliards d'intérêts c'est 60 milliards d'intérêts par an, c'est-à-dire 50% de plus que le budget de l'éducation nationale ou le budget des armées. Donc, et même chose au niveau des entreprises. Alors, au niveau des entreprises, on a une variable d'ajustement, c'est que leurs valorisations vont s'effondrer. Bien, ce qui a commencé à être un peu le cas. Problème de l'inflation. Problème de l'inflation, c'est que je suis en désaccord, et je le dis à plusieurs reprises dans mon livre, avec les recommandations de Milton Friedman, mais le père du néolibéralisme, le père de cette monnaie souveraine, de cette monnaie dette souveraine. Mais là où je lui donne du crédit, c'est quand il dit que l'inflation est toujours un phénomène monétaire. Oui. On ne pouvait pas imaginer, et nous sommes peu, mais nous sommes quand même quelques-uns dans la communauté financière internationale, à s'être dit, on ne peut pas avoir des valorisations d'entreprises qui sont 4, 5, 6 minimum fois supérieures à ce qu'elles auraient été dans les modes de valorisation des siècles passés. Donc on a une inflation du patrimoine, des actifs, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers. On ne pouvait pas imaginer que cette inflation des actifs ne descendent dans la vallée, toucher le portefeuille, le panier de la ménagère. Je ne donnerai qu'un seul exemple, qui est celui de l'immobilier. Il faut savoir que la croissance est un chiffre, la croissance brute est un chiffre arithmétiquement vrai. Pourquoi ? Parce qu'il réconcilie les transactions marchandes qui ont été faites par l'ensemble des agents économiques. Par contre, la croissance corrigée de l'inflation, là, on commence à rentrer dans la subjectivité. Pourquoi ? Parce que le calcul de l'inflation, lui, n'est pas un calcul scientifique. C'est un calcul d'estimation. Et pour estimer le taux d'inflation, on estime ce que les gens consomment, avec des pondérations microbiques si c'est la balle de ping-pong, un peu plus importante si c'est la valeur du poisson ou de la viande, et encore plus importante si c'est la farine ou l'aspirine. Bien. Tout ça, ça va bien. On peut jouer sur des manettes. Bon. Par contre, l'immobilier, par un dogme dont je ne sais pas d'où il vient, a été considéré par les comptables nationaux, en France et ailleurs, autour de 6%. Mais quelle erreur! Enfin, je veux dire, quand les banquiers vous disent, au moment où vous empruntez pour faire une acquisition d'un bien immobilier, ah oui, mais il ne faut pas que l'ensemble de vos biens immobiliers vous coûte plus de 30%. C'est parce qu'ils savent que le coût
de se protéger, d'avoir un toit, une maison, etc., vous coûte 20%, 25%, etc. Bon. Donc ce chiffre de 6%, qui est venu d'un peu n'importe où, il est complètement faux. Il est complètement faux parce que quand vous avez le prix de l'immobilier qui même, là je suis dans le sud-ouest en ce moment, le prix de l'immobilier dans la Grande Aquitaine de Bordeaux jusqu'à Pau ou Boyenne a augmenté dans les 2 dernières années de l'ordre de 30 à 40%. De 30 à 40%. Vous imaginez que pour les Français, les Françaises qui soit ils louent, soit ils achètent du mètre carré à ces niveaux-là, bien entendu qu'ils ont une inflation, ils subissent une inflation qui déjà, si on augmentait la part de 6% à 12 ou 18, vous imaginez le bond du coût que ça représente. Alors, merci Covid, merci Poutine. On a la possibilité à ce moment-là de dire non, 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 mais ça, ce n'est que épisodique, puisque c'est lié à un méchant monsieur qui est venu faire la guerre. Bien. Certes, ça contribue au niveau de l'énergie à créer une accélération du processus. Mais nous ne pouvions pas éviter d'avoir un effet d'inflation lié à l'inflation des actifs. Donc en fait, l'inflation arrivant, il faut monter les taux au moins pour calmer le jeu. En augmentant les taux, ça veut dire que la dette qu'on va contracter pour rembourser la dette antérieure, on va rembourser de la dette pas chère par de la dette qui est chère. Et d'abord, merci de m'inviter sur votre chaîne, mais je souhaite avec vous tous insister sur l'alerte de dire, monsieur le ministre, qu'effectivement, quand vous nous dites que la croissance future va rembourser la dette, menteur, enfin, ou incompétent, ou cynique, tu ne peux pas me dire que tu vas rembourser de la dette qui est elle-même tributaire exclusivement de la dette par de la croissance. Ça n'a aucun sens. Or, en ces termes-là, vous le remarquerez, il n'y a pas grand monde qui l'évoque de façon aussi brutale. Ça, c'est la première chose. Donc, ok, j'achète le raisonnement qu'on ne remboursera plus jamais cette dette. On va la rouler, selon le terme qu'on utilise, mais on va la rouler avec de la dette qui devient chère et qui va rester chère. Parce que si jamais les gouvernements se remettent à faire des quantitative easing, des politiques monétaires d'assouplissement, ça voudrait dire, parce qu'on en connaît les mécanismes, que l'on va surenchérir des actifs mobiliers et immobiliers et reprovoquer et re-entretenir. Alors, une fois qu'on fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, quand on est malade, car nous sommes malades, on souffre d'une bronchite chronique depuis 40 ans. Moi, je dis, surtout que j'ai passé 40 ans de ma vie à passer l'essentiel du temps professionnel entre les hôpitaux, les labos, etc. Donc, j'ai une teinture très, très santé publique. Et j'ai été d'ailleurs chargé de mission auprès d'un ministre de la Santé il y a une vingtaine d'années. Quand on est malade, quand on souffre d'une bronchite chronique depuis 40 ans, en fait, les antibiotiques n'agissent plus. Donc, si par malheur cette bronchite devient une pneumo quelque chose, les antibiotiques ne feront plus rien. Et là, on passe d'un handicap à la mort, ou à un handicap beaucoup plus sérieux. Donc, il faut déjà être conscient de cette situation.
Ne pas dire c'est la fin du monde, le ciel va nous tomber sur la terre, non, mais, mais on est dans une situation qui est grave. Et elle est grave, pourquoi? Alors je dirais tous ceux qui sont les optimistes que je qualifie de crédules. J'aime pas le crédule, j'aime celui qui dit on est face à un emmerdement et nous allons trouver des solutions. Nous allons trouver des solutions. L'homme est intelligent parce qu'il s'adapte à des situations nouvelles. Il faut, une fois qu'on accepte qu'on est face à cette maladie, qu'elle est universelle. C'est-à-dire que les Chinois dont on a inventé le miracle, etc., faux, là encore. Depuis une quinzaine d'années, le miracle chinois se poursuit exclusivement par de la dette. Exclusivement. Il n'y a plus la belle croissance d'origine que nous avons, nous les Occidentaux, alimentée au début. Donc, l'idée de se dire, ah oui, mais la croissance va être dans la zone Pacifique et elle va nous sauver, non. Et vous allez voir l'Allemagne qui a vendu des machines-outils et des belles automobiles à la Chine, qui va rentrer, elle, dans une situation très difficile parce que, justement, ils n'ont pas le niveau de consommation que nous avons en autonome. Alors, bien entendu, je ne parle pas de toutes les conséquences écologiques de ce que je dis, qui mériterait une autre séance vidéo. Oui. Bon. Mais à partir du moment où on va rouler de la dette pas chère par de la dette chère, ça veut dire que, et là je m'adresse à tous vos jeunes auditeurs, parce que c'est à eux que je m'adresse, hein, c'est pas à ma génération, moi, on regarde dans le rétroviseur. Quoique, je m'aperçois que malgré mon âge, je suis probablement un de ceux qui pensent le plus au futur. Mais bon, c'est un point particulier. Pour vos jeunes, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, il est absolument certain que le niveau de vie que vos parents et grands-parents avaient atteint sera un objectif que vous ne pourrez plus dépasser. On est ce que l'on dit comme un plafond de verre. Hein. Ça va être très, très, très difficile. Mais vous aurez d'autres avantages. Vous pourrez voyager en 3D. Enfin bref, vous allez trouver des aménagements à votre vie. Et ce qu'il faut, c'est sauvegarder d'abord les mécanismes dont on peut être très fier en France et en Europe, qui sont des mécanismes de redistribution sociale. La deuxième chose, c'est que on vous vante à mort les métiers modernes. Je crois au contraire que les métiers dits traditionnels vont reprendre toute leur force. D'abord parce qu'il va falloir relocaliser. On ne peut pas être dépendant du paracétamol qui vient d'Inde ou de Chine. C'est pas possible. Hein, je veux dire, qu'on en achète la moitié là-bas, d'accord, mais il faut qu'on en produise localement. Et si on en produit localement, ben, ça veut dire qu'il y a des ouvriers, des contremaîtres, des ingénieurs, des biologistes, etc., qui vont travailler à la production de ça que l'on va relocaliser. Donc, une fois la phase un petit peu de forte fièvre par rapport à ma bronchite chronique, par laquelle nous allons passer, soyez sereins, l'activité humaine va être l'issue de cette sortie, et de grâce, n'écoutez pas les vendeurs de rêves. Je suis, moi le papy boomer, je suis intervenu au Surfing Bitcoin de Biarritz, où je leur ai dit, les mecs, ok, vous avez voulu créer votre propre monnaie, mais tant que votre monnaie ne sera pas auto-régulée, eh ben, elle connaîtra ce qu'elle connaît en ce moment. Hein. Bon. Donc, n'écoutez pas les marchands de rêves. Vous êtes dans une génération où il y a des zones d'espoir qui ne sont
pas des espoirs tels qu'on vous les a vendus, c'est-à-dire que la richesse facile, malheureusement, on l'a tous cherché. Hein. Depuis l'Antiquité, on rêvait que les alchimistes transforment des pierres en or, mais ça n'a jamais marché. Bon. Donc, aborder la situation avec enthousiasme. Et si vous voulez, on pourra se refaire une petite demi-heure ensemble pour que je vous donne une picouse sur le futur, puisque là, malheureusement, il faut que je vous laisse. Mais effectivement, n'écoutez pas les politiques qui vous promettent que la dette sera remboursée par de la croissance. C'est un mensonge, ça marche pas. Eh bien, écoutez, Raphaël Rosselot, je vous remercie. Je rappelle que vous avez écrit donc le livre Demain aux éditions Mareuil. Et puis, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment. Merci.